Peut-être juste avant que je commence, qui connaît Europeana? A priori, toutes les mains devraient se lever. Google Art and Culture ou Google Art Project. Ou le Rijks Studio, qui est une plateforme internet du Rijksmuseum. Donc voilà, c'est de ce type de projet dont je vais vous parler. Peut-être quelques éléments de contexte. Voilà, on a déjà évoqué la question du numérique, mais vous le savez, vous le vivez, la société évolue en associant le numérique. Vous allez avoir une image qui vous l'illustre. Vous payez en ligne, vous n'utilisez pas toujours le taxi, mais parfois Airbnb. Vous louez des maisons ou des appartements avec Airbnb, etc. On ne va pas parler d'Amazon, il en a déjà été largement question. Donc tout cela a un impact, au fond, sur nos usages et sur les métiers. Les métiers sont obligés d'évoluer en regard de ces usages. Et bien évidemment, les secteurs culturels n'échappent pas à ces changements. Donc les bibliothèques, on en parle déjà depuis plusieurs colloques. Cette question est au cœur de vos réflexions depuis déjà quelques années. Et les musées et le rôle des musées est aussi évidemment questionné par cette problématique. Donc on voit émerger tout un tas de nouvelles formes de consommation culturelle. Ce soir, je crois que c'est ce soir notamment l'afterwork du MH. Peut-être certaines d'entre vous ont déjà pratiqué ce type de format de médiation. Nous voyons de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et donc des formats très innovants de médiation. Vous connaissez, ça vous le proposez aussi dans vos offres, de l'écoute musicale en ligne, des films à la demande, de la lecture sur tablette. On a vu que ce n'était pas forcément une panacée, mais que parfois le numérique est une réelle valeur ajoutée pour certaines niches ou certains segments. Au fond, toutes ces formes se complètent et répondent à des demandes actuelles. Ces nouvelles offres aussi numériques cherchent à fidéliser des publics, des institutions, mais cherchent aussi à conquérir de nouveaux publics. Et là, il y a une réelle opportunité, puisqu'évidemment, les gens sont sur le net en continu pour leurs usages quotidiens. Et du coup, on a une réelle opportunité à pouvoir les capter, peut-être à un certain moment, à entrer en contact avec eux pour promouvoir des produits culturels. Les politiques publiques, elles, de leur côté, intègrent évidemment ce besoin d'évolution et la nécessité de faire évoluer les prestations et les missions de leurs infrastructures et au fond tout ce qui est délivré par les collectivités publiques. La Confédération, par exemple, a mis dans son message culturel en cours la participation culturelle comme focus. C'est pas toujours clair pour tout le monde de savoir ce que revêt cette notion de participation culturelle. Au fond, il s'agit d'un concept qui, dans les grandes lignes, consiste à concevoir ou à réaliser un projet pour et ou avec les publics. Donc on n'est plus dans une offre vraiment clé en main, mais on essaye de comprendre ce qu'attend le public, essayer de comprendre, de l'associer à des choix, par exemple. Donc ce type de démarche s'inscrit bien sûr dans ces nouveaux usages et prend en compte le fait que les gens veulent s'exprimer. Ça, c'est, voilà, sur Facebook, on aime, on n'aime pas, on veut le faire savoir. Et ça, c'est quelque chose dont on doit avoir pleinement conscience dans ce que nous produisons aujourd'hui. Je vous parlais de la Confédération, mais du côté des collectivités locales, il en va de même. La plupart des villes développent des programmes Smart City. Donc là encore, ce sont des démarches qui visent à transformer les prestations avec l'apport du numérique. Là encore, quand c'est une valeur ajoutée, on voit bien que le tout numérique, ce n'est pas la panacée, mais que dans certains cas, c'est super intéressant. Donc là, ça touche aussi de nombreux domaines comme l'énergie, l'innovation, la mobilité, la santé. Et bien sûr, là encore, le secteur culturel fait partie de ces programmes.
Du coup, chez nous, en ville de Genève, très concrètement, on ne fait pas exception. Nous avons un groupe Smart City qui est un groupe transversal à toute la ville de Genève, dans lequel, bien évidemment, le DCS est représenté. Et puis, au sein du DCS, particulièrement, notre magistrat, vous le savez sans doute, a une feuille de route de législature dans laquelle deux objectifs font référence, au fond, à ces questions tant de participation culturelle que de création à travers, entre autres, le numérique. En parallèle de cette évolution, au fond, de la société, des usages, des besoins, nous avons un besoin de sauvegarder notre patrimoine. Je vois Nelly Collier, je pense qu'elle ne me contredira pas. Et ça, c'est une réalité, c'est une de nos missions, bien évidemment. Et là, le support numérique est, au fond, une réelle opportunité, à la fois pour conserver le patrimoine, mais aussi pour pouvoir le mettre en accessibilité auprès de nouveaux publics. C'est ainsi que, il nous est apparu assez évident qu'un projet de valorisation du patrimoine en ligne devait être mis en œuvre en ville de Genève, malgré toutes les contraintes que l'on peut avoir, bien évidemment. Alors, pour mettre en œuvre ce projet, nous avons commencé dans une première étape avec un mandat que nous avons donné à l'AHEG pour avoir une sorte de benchmark de tout ce qui se faisait de mieux, au fond, en Europe et dans le monde à ce sujet, et d'avoir une série de recommandations. Ça nous a permis de pouvoir élaborer une stratégie. Cette stratégie, elle a différents objectifs, bien évidemment. L'un de notoriété, de pouvoir faire connaître nos collections à l'international, mais aussi, évidemment, de pouvoir mettre ce patrimoine à disposition des Genevoises et des Genevois, parce que ce n'est pas toujours facile. On peut organiser des visites dans les coulisses de nos institutions, mais ce n'est pas forcément comme ça qu'on arrivera à valoriser le mieux le grand potentiel que nous avons en ville de Genève. Donc, je l'ai dit, c'est un écosystème complexe que nous allons devoir prendre en compte pour réaliser ce projet, mais nous avons prévu de l'articuler en trois strates, en 3 axes. Nous allons donc créer une plateforme de valorisation, donc celle que l'on va vous décrire un peu plus précisément. Nous allons nous ancrer sur des réseaux existants, comme les réseaux que j'ai évoqués tout à l'heure, ça pourrait être Europeana, Google Art and Culture, en ayant des sélections de morceaux de nos collections qui seraient présents sur des plateformes existantes. Et puis enfin, en regard de la plateforme, nous développerons une stratégie aussi de valorisation de notre patrimoine sur les réseaux sociaux, avec des contenus qui seront éditorialisés en parallèle, donc sur les réseaux sociaux et sur notre projet de plateforme. Voilà, pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, nous avons dressé un cahier des charges, choisi un mandataire, donc Christophe Miville, qui vous présentera le travail qui a été mis en œuvre. Et je laisse la parole à Olivier Delars, qui travaille dans mon unité, qui va vous présenter un petit peu là où on en est de ce projet. Alors, je suis désolée, la dernière fois que je suis venue vous présenter un projet, c'était l'enquête sur les bibliothèques qui était en cours. Je n'ai pas pu vous en dire plus, c'était un peu frustrant pour vous. Et puis, rebelote, là, je me redonne au même exercice et vous présenter un projet qui est encore à l'état de concept. Donc, j'espère que tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, ça vous parlera quand même, et que voilà, vous allez pouvoir vous réjouir tout autant que nous de pouvoir participer à notre patrimoine mis à disposition du public sur le volet numérique. Merci, bonjour. Alors, vous avez compris, il s'agira d'une plateforme web. Et puis, alors actuellement, nous travaillons à la définition de cette plateforme, ainsi qu'à son nom. Donc, on ne vous montre pas aujourd'hui le résultat, on vous montre le projet en devenir. Cette plateforme, alors quelle particularité? Alors, elle concerne effectivement la diversité des collections de nos institutions. Cette diversité, vous avez sans doute déjà pu la découvrir à travers notre campagne Musée de Genève, qui est une campagne qui existe depuis quelques années, que vous avez pu voir dans l'affichage public. C'est une campagne qui met en scène des objets de provenance d'institutions diverses, sous certaines thématiques. Donc, en voici là quelques exemples. Ensuite, vous le voyez assez rapidement à travers ces quelques exemples qu'on voit ici. Je les ai passés un peu vite, mais on se rend compte qu'il suffit de quelques objets bien choisis pour déjà susciter une curiosité et puis commencer à raconter une histoire. L'objectif, bien entendu, étant aussi d'aller plus loin et de susciter un réel engagement de la part des visiteurs ou des publics. Ce qui nous a inspiré, Véronique Lombard a cité tout à l'heure le rapport que nous avons commandé à la HEG il y a un peu plus d'une année.
Il y a quelques plateformes existantes qu'elle a aussi citées, qui nous ont inspirés. J'en mets quelques exemples ici. Là, nous avons un extrait d'une page web de la Metropolitan Museum de New York, où c'est simplement un affichage en timeline, où nous voyons une ligne de temps, une zone géographique. Ça permet d'accéder à une sélection d'objets choisis à travers cette recherche. On a aussi Europeana, que vous connaissez sans doute, qui est une plateforme qui est connue des milieux archives, bibliothèques. Ensuite, la aussi très connue plateforme Google Arts and Culture, c'est une plateforme qui existe depuis un certain nombre d'années, puis qui permet en fait des explorations thématiques. Dans ces explorations thématiques, par exemple, je fais un choix là un peu arbitraire, une sélection par personnage historique qui permet de découvrir des collections à travers des personnages historiques. Il y a d'autres types d'exploration possibles à travers des thématiques très diverses, des lieux, des noms de villes, etc., etc. Toujours sur cette plateforme, un outil, parce qu'il s'agit effectivement d'un outil assez intéressant, certains le connaîtront peut-être, qui a été mis au point par cette plateforme, qui est vraiment une expérimentation comme le parle Google. Dans cette sorte de timeline, il s'agit en fait de sélectionner un objet ou deux objets. Donc, si on a le temps tout à l'heure, on pourra afficher la page web qui utilise cette fonctionnalité. Mais il s'agit de sélectionner deux objets. Vous voyez, et à partir de deux objets choisis, l'intelligence ou l'algorithme recrée une sorte de morphing, en fait, qui fait parcourir d'un objet à l'autre un ensemble de collections. Le périmètre de notre projet, alors le périmètre de notre projet, il implique plusieurs acteurs, les musées municipaux bien sûr, les bibliothèques, Ville de Genève bien entendu, et puis également les archives municipales. Donc vous êtes tous fournisseurs quelque part de contenu qui intéresseront bien sûr cette plateforme. Concrètement, comment cette plateforme sera structurée et comment nous allons travailler ? Alors, nous avons décidé de constituer un comité éditorial qui s'occupera en particulier de la partie éditoriale de cette plateforme. Donc, la tâche de ce comité sera de nommer les thèmes à traiter, comme dans une séance de rédaction dans un journal, en fonction de l'actualité, en fonction des tendances du moment, en fonction des thèmes sociétaux qui résonneraient particulièrement dans les institutions. Ça peut être l'histoire de la ville, ça peut être des années particulières comme on l'a vu avec Rousseau ou l'année Hodler plus récemment. Et puis ces thématiques, à l'instar de ce que je vous ai montré précédemment à travers la collection d'images apparentées, pourront guider en fait des mises en scène. Il s'agira bien sûr aussi de raconter de l'histoire, d'amener du storytelling avec ces objets. Et puis en parallèle, il y aura des fonctionnalités automatisées. Pour ces fonctionnalités, je vais maintenant passer la parole à Christophe Miville, qui est notre mandataire sur ce projet et qui va développer cette plateforme pour nous. Donc voilà, cette plateforme est effectivement en conception. On a démarré le travail de conception ces jours, donc on est en plein mûrissement de ce projet. Ce projet, il est axé autour de trois thématiques principales. Ces trois thématiques qui nous permettent de définir les différentes fonctionnalités qu'on retrouvera dans la plateforme. Il y a un axe découverte, il y a un axe d'exploration et puis un axe d'interaction. Et puis autour de ces trois thématiques qui ont été pensées pour différents publics cibles, on va dérouler un certain nombre de scénarios ou d'expériences utilisateurs dans la plateforme. L'aspect de découverte, il est plutôt orienté sur des publics qui connaissent peu le sujet, qui viennent là pour en découverte, donc qui sont arrivés là par un biais ou un autre, mais dans une idée de découvrir un certain nombre de choses. On a la partie exploration qui, elle, est dédiée à des publics plus avertis, qui vont chercher de la matière, qui vont aller chercher des objets, qui vont aller chercher de l'information sur certaines thématiques. Et puis, en continuité de ça, on aura la partie interaction, puisque c'est un des avantages de ce genre de plateforme au niveau digital, c'est qu'on va pouvoir offrir de l'interaction. Alors, en quelques mots, c'est... Voilà,
en quelques mots ces aspects découvertes. L'aspect découverte, il est orienté par exemple sur des parcours thématiques. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'écran de Google Art, on va pouvoir créer un parcours thématique autour d'une personnalité, autour d'un événement, autour de différents sujets, mais qui vont regrouper un certain nombre d'objets, un certain nombre d'œuvres qui sont complètement éclectiques et qui viennent des différentes institutions qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur « je découvre un certain nombre de choses ». On va aussi créer par exemple des murs d'œuvres aléatoires. Donc voilà, une inspiration qui peut être quotidienne où je viens et je découvre 10, 20, 30 œuvres, 30 objets qui me sont présentés. L'idée aussi, c'est qu'on mette en avant l'activité des différentes institutions sur les réseaux sociaux, donc qu'on capte ces choses-là et qu'elles soient regroupées sur la plateforme. Donc on valorise le travail des différentes institutions en ligne et sur les collections. Et puis ensuite, on passe sur des axes qui sont plus exploratoires où on va vouloir chercher de l'information, on va vouloir accéder à des contenus avec des systèmes de recherche, des systèmes de filtres, des systèmes d'autosuggestion. Là, on est dans une démarche proactive. Je souhaite accéder à du contenu spécifique. On a ensuite des éléments plus fins, par exemple de la recherche par couleur. Alors, on est en train d'évaluer la pertinence de ce genre d'outils, mais aujourd'hui, c'est des choses qu'on retrouve. On peut, par exemple, sur l'exemple qui est là, sélectionner 2 couleurs, et puis les algorithmes vont nous proposer un certain nombre d'images, ou dans notre cas, d'objets, qui présenteront ces couleurs-là, voilà, qui permettront ensuite, par exemple, de créer des tableaux thématiques sur une couleur, par exemple. Aujourd'hui est un jour rose, je souhaiterais avoir tous les objets roses qui sont hébergés dans cette collection virtuelle. Évidemment, les résultats de ces recherches, qu'elles soient par filtre, par couleur, par différentes formes, on va les présenter de plusieurs manières différentes. Alors, il y a l'aspect gris, on voit des résultats en images, mais on peut aussi imaginer des résultats sous forme de cartes, finalement, avec les lieux géographiques où ces objets seraient stockés, où ils seraient montrés, d'où ils proviendraient, par exemple. Donc ça, c'est un autre moyen d'aborder le format ou la mise en valeur de l'information, sous forme de timeline aussi. Quand on a une sélection d'objets, on peut très bien imaginer afficher une vue dans le temps de ces différents objets. On aura évidemment pour chacun des objets une fiche alors qui est encore dont le profil est à établir, mais qui sera documentée avec probablement du contenu éditorial aussi. Et là, on va travailler avec les différentes institutions pour pouvoir nourrir justement le contenu de ces objets. Donc, c'est pas juste une image, c'est pas juste un titre, c'est d'aller dans des détails un petit peu plus pointus. Et puis, on va passer ensuite, une fois qu'on sera passé par ces 2 phases de découverte et d'exploration, on va passer sur l'interaction avec, par exemple, la création de tableaux personnels. On va proposer dans la plateforme à tout un chacun de créer un tableau personnel, alors un tableau rose, par exemple, avec les objets roses que j'aurais trouvés dans la plateforme, un tableau personnel sur une thématique qui m'intéresse, sur lequel je pourrais afficher les différents objets récoltés sur la plateforme, et puis ce tableau-là, je pourrais ensuite le partager. Je pourrais l'agrémenter, je pourrais le faire vivre dans le temps. Donc là, on a vraiment un aspect contributif. Ce tableau, il pourra être public ou il pourra être privé. Ce sera à définir par chacun des utilisateurs. Il est prévu aussi un lien avec Interroge.ge, puisque finalement, quand on va mettre en valeur, quand on va présenter ces objets, il pourrait susciter des questions. L'idée, c'est qu'on s'interconnecte avec Interroge.ge. Quand on a une question sur un objet, c'est qu'on puisse le poser via le système qui est déjà en place. Et puis finalement, de partager ce que je vois sur cette plateforme, que ce soit mes tableaux, que ce soit les parcours thématiques, que ce soit les objets, que je puisse les partager de manière simple et efficace sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est un petit peu le périmètre de fonction de la première plateforme, c'est la phase 1 qui devrait sortir l'année prochaine. Dans cette plateforme, donc on aura un outil qu'on appelle un CMS, qui est un outil qui permet de gérer le contenu, et puis on aura différentes fonctionnalités de découverte, d'exploration et d'interaction. Et puis évidemment, ce projet, il est amené à évoluer dans des phases futures. On espère pouvoir aller récupérer des données de manière automatisée dans les différentes applications métiers des institutions. On espère aussi pouvoir mettre à disposition les données du portail sur des plateformes comme European Art ou Google ou d'autres. Et puis on espère pouvoir encore développer les différents axes de découverte, d'exploration et d'interaction dans cette plateforme. Voilà, je vous remercie.
Comment on va pouvoir amener les publics sur cette plateforme? Je pense que c'est une question que vous vous posez, nous la posons aussi, et elle est assez légitime. Avec ce projet, les publics auront du coup, vous le voyez, un nouveau moyen d'accéder à des contenus patrimoniaux, scientifiques et accéder également à des savoirs. Pour les non-usagers de nos institutions, nous pensons pouvoir les toucher par le biais de leur centre d'intérêt. Ça sera tout l'enjeu du comité éditorial, c'est-à-dire de trouver des sujets qui vont pouvoir capter leur attention, comme l'histoire de leur ville par exemple, des grands thèmes, des personnalités ou alors des sujets qui font écho à des grandes problématiques sociétales. Et un élément aussi assez fort de cette plateforme, ce seront les agrégations de contenus. Donc vous avez vu, il y a différents moyens de mettre ces contenus côte à côte. Ça se fera donc du coup de manière plutôt insolite. Et la richesse de cette plateforme, ça sera essentiellement la diversité, puisque vous le connaissez, notre patrimoine municipal est extrêmement riche. Nous avons de la botanique, de l'archéologie, de la photographie, des plantes, des affiches, des livres, des peintures classiques, de l'art contemporain, des objets scientifiques, etc. etc. On a vraiment une diversité extrêmement riche que n'ont pas certains musées qui font un travail de cette nature, mais ils ont des contenus beaucoup plus homogènes. Et puis pour les usagers des musées, ceux qui pratiquent déjà, qui viennent alors dans les bibliothèques ou qui viennent dans nos musées, nous devrons élaborer des stratégies de contact intra- et intramuros. Pour nous, on a cette opportunité de public déjà plus ou moins captif, ou en tout cas utilisateur, et nous allons devoir réfléchir à mettre en interaction ces publics avec cette plateforme. Donc quel rôle pour vous, bibliothécaires? Vous l'avez vu, on va évidemment renseigner avec des fiches chaque objet, avec une granularité d'informations qui pourrait être à géométrie variable. Et bien vous pouvez enrichir ces fiches avec par exemple des sélections bibliographiques, répondre à des questions, on l'a évoqué par le biais d'interroges par exemple. Il est également possible d'imaginer une interaction avec les activités du 4e, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment, pour ne citer que quelques exemples assez évidents auxquels nous avons déjà pensé. Mais je pense que votre créativité ainsi que la diversité de vos compétences seront certainement en mesure de faire écho à ce projet. Voilà, je crois que pour la journée, vous en avez assez. Et si vous avez quelques questions, on y répondra avec plaisir dans la mesure du possible. Je voudrais revenir sur l'affiche, la publicité avec, si j'ai bien compris, c'est vous à la plateforme qui l'avez créée avec les 3 objets choisis sur un même thème, c'est bien ça? C'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui avez eu l'idée? Non, alors... Vous m'entendez là? Ça, c'est une agence de pub ou c'est oui. Vous à la plateforme? Non, c'est une agence de publicité, ça, qui a travaillé pour la conférence des musées. Donc là, nous avons travaillé avec la conférence des musées Genevois. Donc là, c'est une diversité qui va au-delà de la municipalité, puisque nous avons aussi le MAMCO, le musée de la Croix-Rouge, le musée de la Réforme. Mais l'idée était de montrer cette diversité-là, alors qui, pour le coup, là, n'était que muséale, n'intégrait pas les bibliothèques. Alors, bibliothèque patrimoniale, la BGE, oui, en effet, mais les bibliothèques municipales de lecture publique n'étaient pas impliqués dans ce projet. Là, on était vraiment sur la place muséale et patrimoniale. Et au fond, le constat d'un premier groupe de travail qui avait été mis en œuvre était de dire qu'est-ce qui caractérise Genève, au fond, par rapport à d'autres villes sur le plan de l'offre muséale. Et ce qui est ressorti, c'était cette notion de diversité, déjà au niveau de cette place muséale. Donc là, on a fait un brief à une agence, on a fait un concours, et c'est ce projet qui a remporté le concours, qui mettait en lien ces agrégations assez insolites. Donc voilà, on est vraiment sur ce principe, et on est assez convaincu qu'avec cette plateforme, c'est par le biais de ce type de discours, oui, ce qu'on appelle ces agrégations insolites et originales, qu'on pense pouvoir attirer le public. Oui, merci. En fait, j'avais une question par rapport à nourrir ce genre de plateforme. Et est-ce que ce ne serait pas l'occasion justement de relancer par rapport à ces objets patrimoniaux, et là je pense à des manuscrits, au niveau de projets de numérisation de manuscrits qui a été un petit peu abandonné, et pour justement, comme vous développez ça, est-ce que ça ne pourrait pas être un argument pour un peu relancer ce projet qui, rappelez-vous, avait été engrangé, maintenant il est un peu en stand-by, à ce que j'ai entendu, ce projet de numérisation des collections de manuscrits?
Alors en effet, c'est directement lié. Au fond, l'un ne va pas sans l'autre, je dirais. Nous avons, je crois, 80 000 objets. Je parle sous le contrôle d'un de mes collègues qui a évoqué ce chiffre hier. Mais évidemment que nos collections patrimoniales dans leur ensemble conservent bien plus de documents. Et en effet, un des objectifs, au fond, de cette plateforme, c'est de pouvoir montrer ce que l'on fait avec du patrimoine numérisé. C'est de pouvoir rendre cela visible. Donc on a évidemment l'intérêt d'avoir la conservation au fond, des chefs-d'œuvre en péril, de pouvoir mettre à l'abri avec le numérique certaines œuvres ou certains objets. Mais évidemment, l'idée est aussi de montrer ce que l'on peut faire, et le fait de pouvoir le mettre en accessibilité au public est un point assez fort qui nous permettra de pouvoir développer un programme plus large de numérisation du patrimoine qui nécessite de l'être encore aujourd'hui. J'ai une question pour l'avenir. Vous parliez dans un des derniers schémas, en fait, la prochaine étape serait aussi d'ouvrir, de proposer ces contenus plus loin. Et comment ça se passe, ça, par rapport aussi aux droits d'auteur, voilà, la consultation. Enfin, voilà, c'est ça. Je ne suis pas sûre d'avoir compris cette fourniture des données à des portails externes, cette étape-là. Alors, il y aura plusieurs étapes. Je n'ai pas toutes les réponses techniques aujourd'hui, et je pense Christophe pas non plus, parce qu'on va évidemment travailler par étapes. Quand j'évoquais la question des différents ancrages, on va d'abord évidemment se concentrer sur la plateforme principale, donc celle que l'on a tenté de vous présenter aujourd'hui. Pour les autres plateformes type Google Art and Culture ou alors Europeana, on souhaite pouvoir s'accrocher, mais seulement avec des sélections de contenu de manière très qualitative et pour le coup, là, pas forcément quantitative. Donc, a priori, aujourd'hui, les deux projets ne sont pas complètement intrinsèquement liés, en tout cas sur le plan technique, mais plutôt sur le plan éditorial. Et alors, je ne sais pas si je réponds déjà à votre question. Oui, merci. Quelqu'un d'autre? Non. Moi, j'aurais une question pour Salomé Jaton, pour le quatrième. Donc, l'idée, si j'ai bien compris, c'était aussi d'attirer un public qui avait plus de mal à rentrer en bibliothèque, notamment les jeunes, les enfants, mais surtout les adolescents, d'où toute cette formation au numérique, les jeux vidéo, etc. Et puis, quel est le bilan justement à 6 mois? Et puis, lié à cela, de quelle manière l'attirance via les jeux vidéo, qui sont vraiment un choix bien précis, j'imagine, de jeux vidéo, de quelle manière ça peut ensuite attirer vers le reste de l'institution et le livre, finalement? Ou est-ce qu'il n'y a aucun lien? Donc les adolescents viennent... Au début, on faisait une activité par semaine pour les adolescents. On s'est vite rendu compte que le public n'était pas forcément au rendez-vous et que c'était peut-être pas des activités toutes les semaines qu'il fallait proposer, mais plus ponctuellement. Et peut-être d'abord commencer par des événements, on va dire, d'appel. Pourquoi pas faire justement un de ces fameux tournois Fortnite ou FIFA que les adolescents aiment et pour lesquels ils se déplacent. Et puis peut-être après les amener petit à petit vers d'autres choses qu'ils connaissent moins. Donc on essaye de travailler là autour. Donc ça, c'est quelque chose pour laquelle on est vraiment en pleine réflexion. Comment les faire venir? Qu'est-ce qui va les faire venir? Parce que finalement, aussi le jeu vidéo, c'est quelque chose qu'on peut jouer à la maison. Donc pourquoi venir en bibliothèque le faire? On s'est dit que le tournoi, ils aiment bien montrer qu'ils sont plus forts que le voisin. En plus, il y a du public, c'est encore mieux. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et après, les faire aller dans le reste de la bibliothèque, ils sont là. Il y a des adolescents qui viennent soit pour nos places de travail. En période d'examen, ils sont quand même là. Ils viennent aussi emprunter des ouvrages. Ce n'est pas non plus des animaux en voie d'extinction en bibliothèque, mais ils sont quand même là. Après, pour moi, c'est une question assez difficile après, mais peut-être que si un adolescent n'a pas l'habitude de venir en bibliothèque et que ce qu'il fait venir la première fois, c'est un jeu vidéo, après, il faut justement réussir à trouver le moyen de lui proposer autre chose, mais il va aussi être confronté. Il va voir les flyers pour les autres activités, il va peut-être se dire que j'aime les mangas, il y a des mangas au 2e étage, peut-être que je vais quand même aller regarder. Ils regardent des films, il y a aussi des DVD, ils ont encore des lecteurs DVD ou en tout cas des PlayStation qui lisent des DVD, donc ils ne téléchargent peut-être pas tout. Il faut essayer de trouver d'autres façons de les accrocher, mais les adolescents sont à la bibliothèque, simplement qu'ils viennent peut-être pas forcément participer à une activité, mais ils sont quand même là. Donc il y a quand même eu un relatif succès auprès du public adolescent pour l'instant.
Alors pour le prêt du jeu vidéo, oui. Pour utiliser les jeux vidéo dans le libre accès, oui. Pour les activités qu'on propose, on fait un atelier de robotique pour les 13-16 ans, c'est compliqué. Voilà. Mais par contre, quand ils sont dans l'espace et qu'il y a une activité qui se passe en même temps, ils ont quand même cette curiosité-là et souvent ils arrêtent de travailler et puis ils regardent de loin. Ils ne veulent pas forcément participer, mais ils jettent quand même un œil. Donc peut-être que c'est aussi le fait que les copains ne veulent pas. Et puis on essaye aussi de travailler en fait, avec eux et de leur dire venez nous aider à mettre en place un tournoi, à mettre en place une activité, vous faites appel à vos copains et puis ensuite essayez de grappiller comme ça petit à petit du monde. Ouais, effectivement, comme vous êtes un peu en période d'expérimentation, c'est vrai que les retours et peut-être leurs avis, leurs désirs sont aussi à prendre en compte. Vous êtes ouvert à Oui. Ça. On parle beaucoup avec eux parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent nous dire ce qu'ils ont envie, de quelle façon. On a beau essayer de se mettre à la place d'un adolescent de 13 ans, il n'y a pas si longtemps pour moi, mais c'est quand même loin et ils n'ont pas forcément les mêmes envies que ce que moi j'avais envie il y a peu de temps. Je viens d'avoir 30 ans. Donc il faut leur poser la question. Il n'y a qu'eux qui peuvent nous dire ce qu'ils ont envie. Merci. Oui. Vous êtes sur quelle console? Sur quelle console, ouais. Alors, les jeux vidéo en libre accès, il y a 2 PlayStation Pro, ce qui les impressionne beaucoup. Et on a un ordinateur, ce qui implique aussi des soucis avec les PlayStation, parce que les adolescents essayent de forcer nos PlayStation pour installer Fortnite, pour installer FIFA, pour installer PES. Donc ça pose des questions. Peut-être qu'il faut... L'ordinateur, c'est plus compliqué, donc peut-être qu'on se tournera vers ça. Et puis pour le prêt des jeux vidéo, on a 4 consoles, Xbox One, PS4, la Switch et la 3DS. Alors c'est vrai qu'on sent vraiment que les bibliothèques s'adaptent à ce nouveau monde, à la concurrence numérique. Et puis est-ce que ça choque? Est-ce que ça suscite des résistances? Parce que c'est des ressources supplémentaires en l'occurrence, ou est-ce que c'était une réaffectation? Qu'est-ce que ça suscite en fait comme réaction à la bibliothèque de la cité ou en général? Vaste question. Déjà, ça a été compliqué pour les usagers parce qu'à l'époque, le 4e étage était la salle des périodiques. Donc, ils ont perdu cet espace magnifique et on en a fait un espace numérique. Donc, pour eux, c'était un peu comme faire rentrer le diable, je pense, à la bibliothèque pour certains. Les gens ne viennent pas forcément à la bibliothèque pour voir des écrans non plus. Donc, il faut aussi expliquer pourquoi le choix a été fait de mettre du numérique. C'est aussi... La bibliothèque, c'est un lieu de savoir où on s'informe et le numérique fait partie de nos sociétés. Donc, c'est aussi bien de pouvoir accompagner les usagers dans ces nouvelles pratiques. Et puis après, au niveau des collègues, il y a aussi les 2 avis. Il y a ceux qui ne sont pas forcément contre ni pour. Il y en a peu, je pense, qui sont vraiment extrêmement pour. Je ne suis pas spécialement une grosse geek non plus, mais je pense que c'est quand même important. Ça fait partie de la société, donc c'est important que ce soit en bibliothèque. Après, il y a des collègues qui sont contre pour plein de raisons et qui sont tout à fait valables. Après, je pense que c'est aussi un avis à avoir, mais le numérique fait partie de notre société, et qu'on soit pour ou qu'on soit contre, malheureusement, il est là. Et c'est difficile de combattre ça, voire, je pense, impossible. Donc, plus on laisse passer le train, plus il sera difficile de monter dedans. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est important d'aider les gens à prendre ce train, ou alors de faire découvrir de nouvelles choses. Le numérique, c'est pas que négatif, c'est pas que de lire sur une tablette ou sur une liseuse, c'est créer des petits robots, c'est de dire que les enfants ils vont réfléchir différemment pour faire avancer leurs robots, c'est plein de choses différentes. Et il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que du positif non plus, mais il faut, en tant que bibliothèque, on peut vraiment proposer du contenu de qualité, et c'est ce qu'on essaye de faire au 4e. Pierre Boyage, à Jardin Botanique. Je me demandais, je rebondis sur vous évoquez la robotique. Est-ce que vous avez prévu des Fab Labs, par exemple, et des imprimeries 3D? Est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer dans le programme aussi du 4e? Alors, on a fait un atelier d'impression 3D
on avait essayé le format after work, donc en fin de journée. C'était par contre pour des adultes. Mais après, bien sûr, avec cet espace, plus ou moins tout est envisageable. C'est vrai qu'avant, on allait chercher les intervenants. Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés ou d'associations nous écrivent pour dire, bah voilà, nous on propose ça, est-ce que ça vous intéresse? Donc ça permet aussi de découvrir plein de choses parce que tout le monde n'a pas forcément un très bon site internet qu'on peut retrouver sur Google. Donc voilà, ça aide. Mais oui, bien sûr, on a fait des ateliers qui duraient 4 heures, donc c'est un format qui fonctionne aussi, par exemple, pour faire de l'impression 3D. Et la réception était bonne des participants? Alors là, oui. Après, on en arrive toujours à la même... avec les adultes, c'est un peu des fois compliqué parce qu'il y en a certains qui viennent, ils savent peut-être même pas allumer un ordinateur. Et dans le même groupe, il y a des gens qui sont intéressés, par exemple, par l'impression 3D, qui ont déjà vu, lu, peut-être testé. Et on arrive avec des niveaux qui sont très différents. Donc, pour l'instant, on n'a pas mis en place de niveau ou de savoir minimum, mais peut-être que c'est quelque chose que, en tout cas pour ce genre d'atelier, qu'il faudrait mettre en place pour s'assurer que tout le monde puisse participer et profiter de la même façon. Il y a encore des périodiques aux bibliothèques municipales? Bien sûr, papier et numérique. Oui, parce que j'avais lu il y a une mauvaise intervention, c'est le journal des habitants de la vieille ville qui a fustigé le 4e parce qu'il y avait la salle qui avait disparu. Oui, alors c'est pas qu'elle a disparu, c'est qu'elle a déménagé au rez-de-chaussée. Elle était trop au soleil, ça abîmait les périodiques, ils sont redescendus au rez. Oui, je me permets de poser une question du coup, parce que j'avais une question dans le lien avec... je sais que vous faites des ateliers sur YouTube, comment faire des films et devenir, entre guillemets, YouTuber, ce qui intéresse beaucoup, effectivement, les ados. Enfin, j'en ai 2, un pré-ado, un ado, et effectivement, ils regardent énormément ça, et ça fait le lien aussi avec ce qui se fait... notamment les bibliothèques municipales qui ont ces vidéos qui s'appellent, je crois, le boudoir, et puis des youtubeurs ou youtubeuses comme Margot Liseuse, par exemple. Je voulais savoir un petit peu quel était, ou peut-être dans la salle aussi, mais quel était le résultat, en fait. Enfin, Margot Liseuse, je sais qu'elle a beaucoup de vues au niveau roman, hein, elle n'est pas encore dans des centaines de milliers ou des millions de vues comme d'autres en France, mais aussi quel retour vous aviez sur l'expérience du boudoir. Est-ce qu'on voit le nombre de vues, mais est-ce que ça a suscité, par exemple, d'autres contacts avec des usagers, des usagères qui avaient vu un certain nombre de conseils sur des lectures sur YouTube et le boudoir, par exemple? Je peux difficilement vous répondre. Je pense qu'il y a plusieurs de mes collègues qui participent au boudoir. Voilà, Katia, peut-être elle pourrait mieux vous répondre que moi. Alors oui, je participe au boudoir justement, donc je peux répondre. Donc moi je suis plutôt pour la partie musique, et moi j'ai eu plusieurs emprunteurs qui sont venus, puis qui ont dit qui ont vu, on a les nouveautés qui sont exposées en fait dans la bibliothèque, et puis il y a des usagers qui sont venus vers moi en criant c'est celui que j'ai vu dans le boudoir, donc oui, ça marche. En tout cas à la musique, après voilà, c'est pas... En tout cas, il y a du succès, ou des gens qui viennent vers nous à la bibliothèque et puis qui disent c'est vous qui faites le boudoir, je ne connaissais pas du tout, j'ai écouté, c'est génial. Donc oui, on a des bons retours. Alors après, voilà, il faudrait qu'il y ait plus de monde qui participe. Je lance un appel, j'en profite. Voilà, on est 4, 5, voilà, il faudrait qu'on soit plus sur plus de sujets, que ce soit plus diversifié. Mais sinon, oui, il y a un petit succès. Voilà. Merci. Et bêtement, je ne sais pas comment ça se passe, c'est sur base volontaire ou c'est n'importe quel bibliothécaire peut dire voilà, j'ai envie de vendre ce livre via YouTube, donc j'y vais, je participe au boudoir, ou comment ça se passe concrètement? Alors, on aimerait bien que ce soit comme ça, c'était l'idée de départ, justement, que les gens viennent, oui, mais j'ai un truc à présenter, j'y vais, mais en fait, il y a très peu de monde qui ose, qui a envie ou qui se sent d'être devant une caméra. Donc on fait beaucoup de bibliographie, donc les collègues écrivent beaucoup pour des notices écrites.
ont beaucoup de plaisir à présenter les documents, à les transmettre au public. Après, il y a une caméra, donc c'est pas évident. Même pour nous, hein, enfin pour ceux qui le font, c'est pas évident non plus, mais on y va. Voilà. Donc je relance l'appel. Tout le monde peut participer. Voilà, tout le monde peut participer. Venez, c'est sympa. Le réalisateur des petites vidéos est très chouette. Voilà, on s'amuse entre nous et on a beaucoup de plaisir à vous présenter les choses. Donc venez. Je voulais juste ajouter que si les artisans du boudoir s'intéressent au patrimoine, notre plateforme de valorisation sera sans doute un terrain de jeu très intéressant pour eux. Voilà.